Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui encore, il m'est permis de pouvoir m'adresser à vous. Et nous sommes dans le cadre de l'initiation à la connaissance de l'organisation constitutionnelle de l'Empire du Cameroun. Nous l'avons précisé dans l'une de nos vidéos précédentes. L'organisation constitutionnelle de l'Empire du Cameroun gravite autour du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Ayant terminé l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif, il nous est permis d'aborder le sujet sur les autres pouvoirs. Mais tout pouvoir visible dans notre réalité actuelle s'applique et s'exécute dans l'espace et le temps qui est considéré. Dans le cadre de l'Empire du Cameroun, le découpage territorial détermine les espaces sur lesquels vont être appliqués les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires suivant les temps de leur exécution. Avant d'aborder le sujet du découpage territorial de l'Empire du Cameroun, il convient de le rappeler. Pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi qui reste maintenu et qui se transmette de génération en génération. Aussi, pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui doit rester maintenu et qui doit se transmettre de génération en génération. Pour ce qui est du découpage territorial, nous allons parcourir les différents niveaux d'espace territorial dans le territoire du Cameroun. Nous allons commencer par les communes ou alors les cantons, selon les découpages actuels. Dans l'Empire du Cameroun, la commune est la plus petite unité territoriale jouissant d'une certaine autonomie. Elle est subdivisée en quartiers et est occupée par les membres d'une même fratrie ancestrale. C'est quoi une fratrie? C'est une division de la tribu, donc un ensemble composé des enfants, donc des frères et sœurs d'une même famille. On pourra éclaircir dans la suite. Donc, la commune ou le canton est subdivisé en quartiers et est occupé par les membres d'une même fratrie ancestrale, considérés comme autochtones et légataires de l'espace communal considéré. Donc c'est à eux qu'appartiennent les terres de la commune. Toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette fratrie sont par la lignée des légataires de l'espace communal considéré. Nul ne peut s'arroger des droits individuels, ni même des titres individuels sur une quelconque portion de l'espace territorial de la commune, de ses composantes et de ses constituants, qui restent et demeurent de génération en génération la propriété des enfants de l'Empire, originaires d'un des clans de la tribu, peu importe son lieu de résidence dans le continent Ouassé ou dans l'une de ses faces. Donc on va expliquer pour que ce soit plus clair. On dit premièrement que la commune est l'espace occupé par un clan et que la commune est subdivisée en plusieurs quartiers. Les propriétaires de l'espace territorial communal, ce sont les membres d'une même fratrie ancestrale. Et on dit ici que la fratrie ancestrale, c'est la division correspond aux divisions d'une tribu. Et
Et c'est un ensemble composé des enfants, donc frères et sœurs d'une même famille. Et c'est eux qui sont considérés comme autochtones et légataires de l'espace considéré. Donc, on va prendre l'exemple, comme dans les vidéos précédentes, de la tribu, puisque quand on parle des divisions de la tribu, il s'agit des tribus qui constituent le Cameroun. On peut parler de la tribu des Douala, la tribu des Bassa, la tribu des Mbamois, la tribu des Bamou, la tribu des Bamileke, la tribu, la tribu, la tribu. Et donc, à l'exemple que nous avons pris dans les vidéos précédentes, c'était l'exemple de la tribu des Douala. Et dans la tribu des Douala, nous avons vu que il y avait 6 cantons ou alors 6 communes. On avait cité le canton Akwa, le canton Bele, le canton Deido, le canton Djonjo, le canton Bassa, le canton Bakoko, par exemple. Et donc, quand on dit le canton est subdivisé en familles, on va peut-être prendre le canton Akwa, en quartier, pardon. On va prendre le canton Akwa. Il y a plusieurs quartiers dans le canton Akwa. On peut citer Bonaleke, Bonalembe, Bonamouti, Besenge et bien d'autres quartiers encore. Dans la suite, on dit toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette fratrie sont par la lignée des légataires de l'espace communal considéré. A dit que les Akwa, donc dans la tribu des Douala, les Akwa de génération en génération sont tous propriétaires des terres de la commune des Akwa ou alors du canton Akwa. Les Bele sont de génération en génération les propriétaires, les légataires des terres occupées par des terres délimitées par le canton, dans le canton, qui délimite le canton Bele. Pareil pour le canton d'Edo. C'est pareil dans les autres tribus, la tribu des Mbamois, la tribu des Bamileke, la tribu des Bamou, la tribu des Aoussa, la tribu des Lemandé, plusieurs tribus. La particularité avec chacune de ces tribus, c'est qu'elle associe plusieurs clans. Et chacun de ces clans occupe un espace territorial bien délimité. Et cet espace territorial délimité par des frontières demeure l'espace territorial de ce clan, et ceci de génération en génération. Il reste légataire de cet espace territorial de génération en génération, et cela est inaliénable. Donc, toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette fratrie, donc dans le clan, sont par la lignée, donc de génération en génération, ça se transmet de père en fils. Sont par la lignée des légataires de l'espace communal considéré. Nul ne peut s'arroger des droits individuels, ni même de titres individuels sur une quelconque portion de l'espace territorial de la commune. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle le développement avec la construction, on va dire, des mégapoles, tout ce qu'on veut, des villes. Ce qui fait que ce qu'on appelle les autochtones, donc par rapport à, comme on vient de le dire, les légataires de l'espace territorial, ce sont donc eux qu'on appelle les autochtones. Leurs terres sont inaliénables. Ça veut dire quoi? Peu importe que toutes les terres ou alors une partie des terres ait été vendue à des allogènes, toutes les terres vont être restituées aux propriétaires, aux légataires, sans exception, conformément aux limites connues qui vont être délimitées. Nul besoin de retourner dans l'histoire, nul besoin, parce que s'il faut même retourner dans l'histoire, il faut retourner dans l'histoire lointaine que beaucoup ignorent, parce que les uns et les autres se limitent à raconter l'histoire écrite par les colons.
l'histoire écrite par les colons est une histoire écrite pour falsifier, déjà c'est un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle afin de les faire culpabiliser pour mieux arriver à les diviser en racontant une histoire sur les origines. Peu importe, dans un territoire qui est dévasté, on va prendre l'exemple au Cameroun, dans les régions du Nozo, où il y a des frères qui s'attaquent à d'autres frères pour des raisons qu'on connaît. C'est les démons de la richesse du visible qui sont derrière, ainsi que les démons guerriers qui sont derrière. Et donc on voit des frères qui s'attaquent à d'autres frères. Cela a créé des déplacements massifs, mais néanmoins, il y a des frères qui restent sur le territoire. Et après que tout cela s'arrête, il y a des retours migratoires. Donc chacun revient occuper les espaces, même s'il n'occupe pas les espaces exactement comme c'était dans le temps. Néanmoins, ils reviennent occuper ces espaces-là, puisque ce sont des terres qui leur appartiennent. Et ça a toujours été ainsi, et ce sera toujours ainsi, ça ne changera pas. Donc, du coup, en ce qui concerne les découpages territoriaux, cela sera fait sur la base des réalités actuelles, et c'est donc inaliénable, que ce soit chez les Douala ou partout ailleurs. Les espaces territoriaux seront restitués aux légataires, aux véritables propriétaires qui sont les autochtones des clans, parce que chaque tribu est subdivisée en plusieurs clans et chaque clan occupe un espace territorial qu'on appelle les communes ou alors les cantons, et ces espaces seront restitués aux propriétaires. Donc ils sont propriétaires de ces espaces communaux, de leurs composantes. Quand on parle de leurs composantes, on parle ici des différentes divisions, les quartiers, les villages, et de ces constituants. On parle de ce qu'il y a au-dessus du sol, sur le sol, dans le sol. Je reprends entièrement jusque-là. Toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette fratrie sont par la lignée des légataires de l'espace communal considéré. Nul ne peut s'arroger des droits individuels ni même de titres individuels sur une quelconque portion de l'espace territorial de la commune et de ses composantes et de ses constituants, qui restent et demeurent de génération en génération la propriété des enfants de l'Empire, originaires d'un des clans de la tribu, peu importe son lieu de résidence dans le continent Wassé. Wassé, c'est ce qu'ils appellent l'Afrique, ou dans l'une de ses faces. Les faces du continent Wassé, ce sont ce qu'ils appellent les autres continents, en dehors du continent qu'ils ont appelé Afrique, mais on sait que c'est le continent Wassé. Ceci dit, où qu'un Camerounais se retrouve sur la surface du continent Wassé ou alors dans les autres, dans ce qu'ils appellent les continents, donc dans le monde, originaire d'une tribu, étant un fils d'un des clans de cette tribu, il est automatiquement propriétaire de la terre dans cette tribu. Il est automatiquement propriétaire de la terre dans ce clan. Ceci est inaliénable, peu importe qu'il ait multiples nationalités, qu'il ait la nationalité camerounaise en plus de, peu importe le nombre de nationalités qu'il puisse avoir en plus, automatiquement il est propriétaire. Et la seule justification qu'il a à donner, c'est de justifier de sa lignée, puisqu'on dit toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette fratrie, donc dans un clan, sont par la lignée les légataires de l'espace communal considéré. Donc, non seulement la nationalité est inaliénable, la fratrie est inaliénable, la tribu est inaliénable,
le sol est inaliénable. Et qui dit propriétaire du sol est propriétaire de ce qui est au-dessus du sol, de ce qui est sur le sol et de ce qui est dans le sol. On poursuit. Tous les espaces communaux de l'Empire sont ouverts à tous les enfants de l'Empire originaires de quelconque tribu occupant un espace communal de l'Empire. Tous sont tenus de vivre dans le respect de l'ordre royal défini conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? Certes, il y a eu le développement, il y a eu des gens qui sont quittés de leur clan pour aller s'installer dans d'autres clans à cause de la conjoncture économique qui a prévalu durant les années précédentes, que ce soit pendant la période précoloniale, que ce soit pendant la période coloniale, que ce soit pendant la période post-coloniale, que ce soit pendant la période actuelle. Cela est, on prend acte de ça. Et on le dit, tous les espaces communaux de l'Empire sont ouverts à tous les enfants de l'Empire originaires de quelconque tribu occupant un espace communal de l'Empire. Ça veut dire que tous ceux qui sont installés dans les autres clans ne vont pas de manière brutale être expulsés, mais ils doivent savoir que peu importe comment ils ont acquis la terre, que ce soit de manière légale, que ce soit quand on dit légal, c'est pas par rapport ici à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Quand on parle de légalité, c'est par rapport aux institutions nationales, la constitution et les différents décrets et textes qui organisent la vie quotidienne, la vie dans le quotidien dans la République du Cameroun. Quoique, il y a beaucoup de choses sinon qui vont changer. Mais quand on va gérer un pays, on gère le pays dans la continuité. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, euh, tout enlever pour apporter autre chose. Ça veut dire qu'on n'a réellement pas une vision du pays. Donc on peut avoir un projet de société, mais même ce projet de société ne peut pas s'établir si ce n'est dans la continuité. Donc tous ceux qui se disent hommes politiques et qui entendent mettre de côté le système, déjà on ne change pas un système. Je répète, on ne change pas un système. Ça veut dire quoi? Pendant les luttes des indépendances, le conflit entre ceux qui se font appeler les nationalistes à l'époque et ceux qui gèrent l'ordre gouvernant, que ce soit un ordre colonial, peu importe, c'est l'ordre qui régit la vie collective. Donc c'est ça l'ordre légitime, on va dire, l'ordre légal. Donc de cet ordre légal est né un ordre constitutionnel. Cet ordre constitutionnel a régulé la vie durant la période post-coloniale, donc après les conflits d'indépendance avec la première république, donc celle de M. Amadou Ahidjo. Le système qui a été établi dans le parti unique, c'est le même système qui a continué, mais qui a connu certaines réformes avec l'avènement du multipartisme. Cela dit, le système n'a pas changé et c'est tout à fait normal. Le système ne change pas. Et toute personne qui a l'intention de changer le système, c'est une personne qui n'a que faire de la République. Ça veut dire que ceux qui vivent actuellement se sont projetés dans des années. Or, les années dans lesquelles ils se projettent tiennent compte du système en place. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas que le système en place soit détruit ou déstabilisé, mais c'est qu'il soit régulé de façon à leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs qui se sont fixés. C'est là tout le sens qu'on peut donner à la transition qui est tant demandée par on va dire, certains présidents de partis politiques qui demandent qu'il y ait une transition. Il n'y a pas de transition à proprement parler. Donc, dans le sens dont ils définissent, qui puisse normalement prendre
place au Cameroun. Rien ne justifie cela. Mais la transition qui soit euh, légitime, on va dire, qui puisse même, à laquelle on puisse donner place, c'est une transition qui permet non de transformer le système, mais de l'améliorer de sorte que il puisse correspondre aux aspirations euh, des Camerounais et que cela soit être établi comme vérité de génération en génération. C'est là tout l'intérêt de notre avènement, on va dire en politique, entre guillemets, dans la Troisième République, pour organiser toutes choses afin de permettre que le système établi puisse connaître les réformes nécessaires pour permettre à tous et à chacun, dans le cadre, on ne va pas dire républicain, dans le cadre nouveau, porté par la vision commune de tout le peuple noir et la politique culturelle et économico-socio-culturelle que nous apportons dans l'unionisme communautaire, afin de permettre aux uns et aux autres de s'épanouir normalement. Donc, c'était une parenthèse. Et ce qu'on dit, c'est tous les espaces communaux de l'Empire sont ouverts à tous les enfants de l'Empire originaires de quelconque tribu occupant un espace communal de l'Empire. Ça veut dire quoi? On peut être de la tribu des Bassas, on est installé dans la tribu des Douala ou bien dans l'une des tribus du Cameroun, où on a acquis dans la République un espace donc de la terre où on s'est établi une maison, une famille et tout le reste. Le fait qu'on restitue les terres aux propriétaires de ces clans qui sont autochtones dans le clan où on s'est installé ne veut pas dire que la maison va être détruite. Non, vous perdez la propriété de la terre, mais vous gardez pour le temps connu votre habitat, puisque les clans, l'autonomie, la plus petite entité autonome en tant que division territoriale dans le royaume, l'empire du Cameroun que nous apportons, faisant de chaque tribu un royaume, des mécanismes seront pris pour que le retour des uns et des autres, pour ceux-là qui envisageront le retour, puisse se faire de manière à ce qu'ils puissent bénéficier le plus possible des mêmes conditions qu'ils avaient en étant établis dans le clan d'accueil où ils sont allés s'établir. Donc tout est organisé dans notre projet de société. Même la période transitoire, les mécanismes de la transition, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan de développement, tout est bien établi, calculé, tout est bien élaboré. Donc, si l'OBA le permet, continuellement dans des vidéos, on pourra vous présenter et chaque chose en son temps, selon que cela sera permis par l'OBA. L'OBA, c'est le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Tous sont tenus de vivre dans le respect de l'ordre royal. En fait, c'est l'ordre royal que nous voulons établir avec l'Empire du Cameroun qui permet, dans son système managérial, dans des mécanismes d'élaboration de la transition qui permettent donc de réguler toutes ces choses-là, d'organiser le retour de sorte que l'ordre qui règne, ce qu'on appelle le vivre ensemble, ne soit pas rompu. Donc, tous sont tenus de vivre dans le respect de l'ordre royal et cela c'est ce qu'on appelle l'ordre royal, défini conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambal. Chaque quartier est occupé à l'origine par une branche des membres d'une fratrie ancestrale considérée, donc une ethnie. Une ethnie, c'est un groupe humain qui partage une même culture, en particulier pour la langue et les traditions. Ça veut dire quoi? On a pris tout à l'heure l'exemple du quartier Akwa, on a dit, du canton Akwa. Dans le canton Akwa, on a dit qu'il y a les Bonaleke, les Bonalembe, les
Monti, les Bisengue et tout le reste. Donc une ethnie, pour nous, la considération que nous apportons à l'ethnie, c'est déjà le canton est occupé par un clan et chaque quartier est occupé par une ethnie. Donc une ethnie, les Bonalé qui est dans le quartier, le canton Aqua, c'est une ethnie. Les Bonandale dans le canton Bele Bele, c'est une ethnie. Les, on va dire les Bonamouti dans le canton d'Edo, c'est une ethnie. Donc chaque quartier dans un canton est occupé par une ethnie. Et la particularité de l'ethnie, c'est que elle est, ce territoire est occupé par plusieurs familles étendues. Et ces familles étendues partagent la même langue et partagent la même culture. Donc, chaque quartier est occupé à l'origine par une branche des membres d'une fratrie ancestrale. Or, le canton Aqua est occupé par les frères. Les Bonandale, les Bonalende, les Bonamonti, les Bisengue et tout le reste des quartiers qui constituent le canton Aqua sont tous des frères et chaque quartier est occupé par une ethnie. Donc, toutes les progénitures se suivant de génération en génération dans cette branche des membres de la fratrie, donc du clan ancestral considéré, sont par la lignée des légataires de l'espace du quartier considéré. Ça veut dire quoi? Peu importe dans le monde où on se trouve, si on est du canton Aqua, du quartier Bonalende, et qu'on peut justifier de sa descendance dans l'une des familles étendues établies en tant qu'autochtone dans le quartier Bonalende, on est propriétaire d'un espace territorial dans le quartier Bonalende de manière inaliénable, qu'on y soit né ou pas, qu'on soit né au Cameroun, qu'on soit né hors du Cameroun, bien sûr, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, on est propriétaire d'un espace territorial dans ce lieu en tant qu'autochtone. Et ceci est inaliénable. C'est cela que ça veut dire ce qu'on vient de lire. On dit, nul ne peut s'arroger des droits individuels, ni même de titres individuels sur une quelconque portion de l'espace territorial du quartier, de ses composantes et de ses constituants, quoique les familles sont propriétaires des terres qu'elles ont héritées de leurs ancêtres de génération en génération et dont les limites sont connues. Ça veut dire quoi? Si dans le canton Bele Bele, on est Sodiko, tous les Sodiko sont propriétaires des terres du quartier Sodiko, qu'ils soient habitants du Cameroun, peu importe là où ils habitent, dans quelle région ils habitent, peu importe dans le continent ouest, donc en Afrique où ils habitent, peu importe dans quel continent dans le monde, ce qu'ils appellent continent, les blocs de terre qui sont des parties du continent originel, peu importe où on se trouve, on est propriétaire d'un espace territorial dans le quartier Sodiko. Et ce droit est inaliénable. Et on est propriétaire de ce qui se trouve au-dessus du sol, sur le sol et dans le sol. C'est cela ce que ça veut dire cette partie-là. Et on poursuit. Le quartier est ouvert à tous les enfants de l'Empire issus de quelconque espace communal de l'Empire dans le respect de l'ordre royal. C'est pareil. C'est pas parce que les terres appartiennent aux autochtones que nous allons venir sortir de manière automatique tous les halogènes de cet espace. Bon, aujourd'hui, on parle uniquement des autochtones et des halogènes, pas des étrangers issus des autres races. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont être extirpés ou alors chassés des terres qu'ils ont occupées, qu'ils ont acquis peut-être à un prix d'argent ou d'une quelconque façon. Non. C'est uniquement parce que là, on parle de l'espace territorial et parce qu'on parle de l'espace territorial, on ne peut évoquer que les véritables propriétaires, donc les autochtones. Donc ici, en fait, on est en train d'établir qui est autochtone, qui est allogène. Donc on a vu que
le royaume sera subdivisé en tribus. Donc chaque tribu aura son espace qui sera délimité, qui lui restera, qui restera son espace de manière inaliénable de génération en génération. On mentionne également que tous les habitants, tous les ressortissants du même tribu sont les autochtones. L'autochtonie ne s'arrête pas à la tribu. Ça se poursuit dans le clan, puisque les tribus sont subdivisées en clans. Dans une tribu, on a plusieurs clans. Et les clans occupent un territoire bien délimité dans le territoire qui est occupé par une tribu. Et ce territoire qui est occupé par le clan est un territoire inaliénable. Donc, ils sont propriétaires de ce territoire de génération en génération. Peu importe où ils sont établis, peu importe où ils sont nés, du peu qu'ils justifient de l'appartenance au clan par la lignée, ils en sont propriétaires. Maintenant, le clan est subdivisé en quartiers. Le quartier, l'espace territorial occupé par le quartier appartient aux ressortissants de ces quartiers en tant qu'autochtones et les espaces territoriaux ils en sont légataires et c'est inaliénable. Nul ne peut, que ce soit au niveau de la tribu, au niveau du clan ou au niveau du quartier, s'attribuer des droits individuels, ni même une propriété individuelle, puisque ce sont des terres collectives. On poursuit. Les frontières connues et marquées des communes et des quartiers sont à jamais inaliénables. Donc, une fois que les frontières sont restituées dans la division territoriale que nous allons faire, elles demeureront inaliénables et ne constituent en aucune manière et en aucune circonstance une barrière infranchissable pour tous les enfants de l'Empire issus de quelconque commune de l'Empire, mais peuvent pour des besoins économico-socio-culturels pour certaines portions constituer des zones d'exclusion dans le cadre exclusif de la garantie du bien-être et du confort des enfants de la destinée. Ni l'Empire, ni personne ne pourra s'approprier ces portions qui demeurent la propriété des véritables héritiers de celles-ci de génération en génération. Donc avant d'apporter des précisions sur cette partie-ci, il faut préciser que dans les quartiers, il y a des familles étendues. Et maintenant, chaque famille étendue occupe dans le quartier un espace territorial. C'est pareil que dans les quartiers, c'est dans les clans pour les tribus. Dans les quartiers, chaque famille étendue a son espace territorial qui lui a été accordé par la lignée. Donc, il en est l'héritier. Et cet espace territorial sera également restitué et tous les descendants de génération en génération qui sont issus de cette famille étendue et qui justifient leur appartenance à cette famille étendue par le lignage sont donc propriétaires également de cet espace territorial. Cela est inaliénable. Maintenant, on dit, il peut arriver maintenant par là des clans. On va dans un clan est subdivisé de en plusieurs quartiers. On a pris on va peut-être prendre le clan d'Edo. Le clan d'Edo a plusieurs quartiers, dans le quartier Bonatene, Bonamuti, Munduru et d'autres quartiers encore. Ces quartiers-là ont leurs propriétaires. Ce clan a ses propriétaires. Maintenant, comme on a dit, les frontières connues, que ce soit au niveau des communes, donc pour le clan, que ce soit au niveau des quartiers, on dit les frontières connues et marquées des communes et des quartiers sont à jamais inaliénables. Donc nul ne peut supprimer ces frontières, nul ne doit supprimer ces frontières et ne constitue en aucune manière et en aucune circonstance une barrière infranchissable pour tous les enfants de l'Empire issus de quelconque commune de l'Empire. Ça veut dire que tous on est originaire d'un clan avant d'être d'une tribu. On est originaire d'une famille restreinte avant d'être originaire d'une famille étendue. On est originaire d'une famille étendue avant d'être originaire d'une ethnie, c'est-à-dire dans ceux qui occupent un quartier. On est originaire d'une ethnie avant d'être originaire d'un clan, c'est-à-dire ceux qui occupent une commune. On est originaire d'un clan avant d'être originaire d'une tribu. Donc on dit, pour tous ceux qui sont originaires d'un clan, peu importe, ils vont se déplacer dans un autre clan. Quand on a délimité les frontières de ce clan, ça ne veut pas dire que nul ne doit traverser, nul originaire d'un autre clan ne doit traverser pour arriver dans ce clan. Non, on est tous
tous les espaces territoriaux de l'Empire sont accessibles à tous ceux qui sont autochtones quelque part selon la définition que nous donnons pour un autochtone. Et on poursuit, mais peuvent, pour des besoins économico-socio-culturels, pour certaines portions constituer des zones d'exclusion dans le cadre exclusif de la garantie du bien-être et du confort des enfants de la destinée. Ça veut dire quoi? Dans notre nous avons à la place du capitalisme ce qu'on appelle le fraternalisme, qui est un mode d'échange. Actuellement, le monde est guidé par un mode d'échange qui est appelé le capitalisme, qui donc met en exergue deux voies. La voie de la production des biens de consommation et la voie du financement de la production des biens de consommation. Et donc, comme on l'avait déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, le moment venu, si l'OBA le permet, on pourra apporter des précisions sur le modèle économique que nous apportons. C'est ce modèle économique qui pourra donc garantir une transition dans la paix, la sécurité, la concorde et le progrès, dans le maintien du vivre ensemble, dans ces réformes que nous apportons au système camerounais qui demeure le même système et qui va connaître euh, des réformes telles que nous l'avons déjà apporté dans une moindre mesure avec l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif. Donc je vous invite à retourner dans l'une des vidéos précédentes où nous parlions du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. C'est pour que vous ayez déjà une idée de l'exercice du pouvoir exécutif dans toutes ces divisions territoriales qui marquent également un point sur on va pas dire les modifications, mais les apports que nous ferons dans le système actuel afin de pouvoir permettre que ce système puisse garantir les besoins des uns et des autres, donc puisse garantir le bien-être et le confort des uns et des autres. Et à ce titre, on dit, dans ces cantons, il y a des espaces qui peuvent être réquisitionnés, que ce soit dans le clan, par l'Empire, en tant que, je vais dire, dans la commune, puisque la commune est la plus petite entité autonome dans l'Empire du Cameroun. Le canton, par les autorités cantonales, tel que c'est défini dans l'exercice du pouvoir exécutif, comme on a présenté dans une des vidéos qu'on a déjà faites concernant le pouvoir exécutif. Ils peuvent donc réquisitionner des espaces territoriaux qui peuvent parcourir plusieurs quartiers ou alors deux quartiers qui sont proches dans les frontières entre plusieurs quartiers. Cet espace peut être réquisitionné par les tenants du pouvoir exécutif dans le canton, mais ces espaces qui sont réquisitionnés ne sont pas la propriété du canton, ce n'est pas la propriété de l'Empire, quoique ça peut être fait sous en tout cas à la demande des autorités qui soient au-delà de l'autorité cantonale ou bien communale. Ça peut être l'autorité royale au niveau de la tribu, ça peut être au niveau de l'ère culturelle, ça peut être au niveau de l'Empire. Quoique ces espaces sont réquisitionnés, mais leur propriété reste inaliénable à leurs véritables propriétaires qui sont les autochtones. C'est pour ça qu'on dit ni l'Empire, ni personne ne pourra s'approprier ces portions qui demeurent la propriété des véritables héritiers de celle-ci de génération en génération. On poursuit. Une zone d'exclusion est un espace territorial réservé de commun accord avec les membres des ethnies, des tribus et des communautés propriétaires dans l'optique de mettre en place les zones de réalisation et des centres d'initiation afin de garantir le bien-être et le confort de tous les enfants de la destinée. Maintenant, dans la définition des zones d'exclusion, on dit que ce sont des zones qui sont réservées de commun accord par dans les quartiers, il y a plusieurs familles étendues. Donc, l'espace qui est occupé dans le cadre d'une réserve exclusive, les propriétaires de la famille étendue de cet espace, dans la famille étendue de cet espace, la famille étendue reste propriétaire de cet espace. L'ethnie, dont les membres du quartier restent propriétaires de cet espace.
Le clan reste propriétaire de cet espace. La tribu reste propriétaire de cet espace et c'est inaliénable. Et maintenant, ces espaces-là sont réservés de commun accord avec les membres des familles, des ethnies, des clans, des tribus, tout ce que vous voulez. Bon, selon les divisions territoriales qui sont prévues dans l'ordre royal que nous apportons. Dans l'optique, ces espaces sont réquisitionnés dans l'optique de mettre en place des zones de réalisation. On a vu que les zones de réalisation, ça correspond à ce qu'on peut appeler aujourd'hui les compagnies, les sociétés, les industries. Les centres d'initiation correspondent à ce qu'on peut appeler les, les, les écoles, les universités et tout le reste. Mais nous, dans notre projet de société, on avait dit que selon le jeu social que nous apportons, dès la naissance, un enfant commence à être suivi. Dans son évolution, il est automatiquement intégré dans les centres d'initiation où il acquiert un certain nombre de savoirs et de connaissances. Et pendant son évolution, en même temps qu'il acquiert des connaissances et des savoirs pour se perfectionner, il est automatiquement intégré dans les zones de réalisation où il va manifester des performances qui lui permettent de produire ou de réaliser des produits de la réalisation des performances qui vont être redistribués à tous et à chacun afin de permettre à tous et à chacun d'accéder au bien-être et au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Et c'est en cela qu'on dit, afin de garantir le bien-être et le confort de tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans le quartier, dans le canton, dans la tribu, dans l'ère culturelle, dans l'Empire, dans la sous-région, dans le monde. Alors, là, c'est en ce qui concerne les communes. Donc, on va poursuivre toujours avec les communes. La région est subdivisée en communes. Donc, une commune est un clan. Et on avait pris l'exemple avec la tribu des Douala. On a vu, il y a le clan Akwa, il y a le clan Bele Bele, le clan Deido, le clan Djonjo, le clan Bassa, le clan Bakoko. C'est tous ces clans qui constituent la tribu des Douala. Et on dit la région est subdivisée en communes, donc en clans, qui sont elles-mêmes subdivisées en quartiers, dont les ethnies. La région est constituée de communes regroupées par des affinités multidimensionnelles. Et ces affinités sont les ethnies, les clans, les communautés. Donc une tribu est une communauté. Le droit d'aînesse et des ordres prévaut dans les rapports de gestion des institutions culturelles de l'Empire au travers des relations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires entre les branches des membres d'une fratrie, donc c'est-à-dire dans différents quartiers d'un camp, considérés comme autochtones et légataires des quartiers de la commune considérés. Ça veut dire quoi? On dit le droit d'aînesse et des ordres prévaut dans les rapports de gestion des institutions culturelles de l'Empire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Empire, on considère l'ordre des naissances, on considère le grade, on considère l'ordre des naissances, on considère le grade pour déterminer le droit d'aînesse. C'est pour ça qu'on dit le droit d'aînesse et des ordres. Le droit d'aînesse, c'est par rapport à l'ordre des naissances. Et le droit des ordres, c'est par rapport à la hiérarchie au niveau des postes. Donc le droit des ordres et les droits d'aînesse et le droit des ordres prévaut dans les rapports de gestion des institutions culturelles. Donc on a les institutions culturelles, on a les institutions sociales, on a les institutions spirituelles, on a les institutions sécuritaires. Dans les institutions culturelles, ce sont, et même dans toutes ces autres institutions, on a juste euh, mais puisque tout englobe les institutions culturelles, que ce soit le spirituel, le culturel, le social, le, le, le sécuritaire, puisqu'on parle de la vision commune à tout le peuple noir et de la politique culturelle, économico-socio-culturelle de l'Empire, donc, tout est porté en fait sur le culturel, puisqu'il y a un projet de construction d'un modèle humain
Et euh, tout cela est encadré ou alors est englobé dans le volet culturel. C'est ça qu'on dit. Le droit des naisses et des ordres prévaut dans les rapports de gestion des institutions culturelles de l'Empire au travers des relations. Donc le jeu social met en rapport, met c'est-à-dire en branle, dans le jeu social, il est animé des rapports, il est animé des relations spirituelles, des relations culturelles, des relations sociales et des relations sécuritaires entre les branches des membres d'une fratrie ancestrale. Ça veut dire quoi? Dans un clan, il y a plusieurs quartiers. Maintenant, les quartiers sont mis en relation entre eux dans le jeu social. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui portent euh, ceux qui rendent ceux qui portent le jeu social, ce sont les familles individuelles. Et je veux dire les familles euh, restreintes, donc père, mère, enfant, dans la famille étendue. Donc les différentes familles étendues qui constituent un quartier. Maintenant, dans les échanges qu'ils vont opérer entre eux en tant que famille étendue d'un même quartier, l'organisation des échanges entre ces familles va entraîner l'organisation des échanges entre les différents quartiers. Et c'est ça qui constitue donc le jeu social dans l'Empire du Cameroun, l'organisation des échanges entre les familles étendues dans les quartiers dans un clan. Maintenant, ce jeu social intègre les allogènes, ce jeu social intègre les étrangers, donc les Noirs des autres pays. Ce jeu social intègre ceux des autres races dans le jeu social que nous ramenons à travers la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire qui est la nôtre sous l'unionisme communautaire qui est notre idéologie, on va dire politique que nous ramenons pour gérer la Troisième République. Donc on dit le droit des naisses et des ordres prévaut dans les rapports de gestion des institutions culturelles de l'Empire au travers des relations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires entre les branches des membres d'une fratrie ancestrale considérés comme autochtones et légataires des quartiers de la commune considérée. Les droits réservés à une branche issue d'un droit d'aînesse sont inaliénables tant que l'ordre royal est respecté. L'ordre royal organise la vie entre les enfants de l'Empire selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans la Bible Kalatambale. Ça veut dire quoi? C'est très simple ce qu'on dit là. On prend par exemple le canton Akwa. Dans le canton Akwa, il y a les Bonaleke, le Bonalembe, les Bonamouti, les Bissengais et d'autres quartiers encore. Maintenant, dans l'histoire de la constitution du canton, on sait que Bonalende, c'est l'un des fils de Akwa. Pareil pour les autres quartiers. Maintenant, il y a un ordre de naissance. Dans cet ordre de naissance, si ce sont par exemple les Bonaleke qui sont les premiers nés dans le canton, donc dans la descendance du premier-né dans le quartier Beneleke, ils ont des droits qui leur sont inaliénables par rapport aux autres quartiers, par rapport à, à l'ordre de naissance. Donc, ce que les Bonalais qui peuvent avoir, il y a des choses que les Bonalais qui peuvent avoir que les Bonalembes ne peuvent jamais espérer avoir, ou alors les Bonamouti ne peuvent jamais espérer avoir, à moins que ce ne soit conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatan Mbale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que les Blancs et Sans-Mêlés se sont appropriés, ont usurpé l'histoire, ont changé les noms, les lieux des événements, les couleurs, afin de produire les Bibles classiques qui sont aujourd'hui relayées dans les religions dites révélées, dont les Noirs vont se pencher tout en ignorant que
c'est la falsification de la véritable histoire. C'est de la falsification de la véritable histoire du peuple noir que cette histoire est issue. Et donc, la véritable Bible authentique sans erreur ni contradiction, vous pourrez vous la procurer dans les éditions zoulassant.com. Vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez les éditions zoulassant.com en un mot, donc tout attaché. Et vous avez la possibilité de commander la Bible authentique et plein d'autres rouleaux encore qui relatent la véritable histoire du peuple noir, son origine, sa destinée, en fait, son origine, son être et son devenir. Et on poursuit, on dit, de la branche aînée, issue des branches des membres d'une fratrie ancestrale d'une commune considérée, donc d'un clan, est issu le chef spirituel communal de la commune. On avait dit que à la tête de la commune, il y a un chef spirituel communal qui exerce une branche du pouvoir exécutif dans l'empire. Donc, dans le canton Akwa, il y a un chef qui est le chef spirituel communal, le chef traditionnel, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Il est issu de la famille aînée de toutes les familles du canton. Que ce soit le canton Akwa, que ce soit le canton Bélé, que ce soit le canton Dedo, que ce soit le canton Djordjo, que ce soit le canton Bassa, que ce soit le canton Bakoukoum. Mais chacun de ces cantons, le quartier qui porte le nom de l'aîné, voilà, c'est de là que sort le chef spirituel communal, que ce soit chez les Douala, chez les Bamoun, chez les Bakouk, chez les, j'allais dire, chez les Peuls, chez les Aoussa, chez les Bamileke, chez les Boulou, peu importe, peu importe. En tout cas, en ce qui concerne les tribus, par les clans. Dans les clans, en ce qui concerne les clans, dans les clans, la famille aînée, c'est de là que sort le chef spirituel communal. C'est pour ça qu'on dit de la branche aînée, issue des branches des membres de la fratrie ancestrale d'une commune considérée, est issu le chef spirituel communal de la commune ou alors du clan, du canton. De la cadette des branches issues des branches membres de la fratrie ancestrale d'une commune considérée est issu le chef spirituel qui siège au conseil des communautés. Bon, dans le canton, il y a plusieurs quartiers. Un quartier est issu de l'aîné et un quartier est issu du dernier. Dans d'autres quartiers, on peut voir c'est plusieurs frères qui se sont mis ensemble et chacun a occupé un espace, peu importe. Dans l'ordre d'occupation de l'espace, c'est le dernier. On parle ici du dernier. On a vu que quand on étudiait le souverain pontife, donc celui qui est à la tête de l'empire, on a vu que à côté du souverain pontife, il y avait le conseil des communautés, des communes filiales. C'est-à-dire que chacune des communes ou alors des cantons a un représentant qui siège au conseil des communes filiales. Et donc, c'est eux qui ont la charge du contrôle de l'action du souverain pontife. C'est eux qui s'assurent que le souverain pontife exerce ses fonctions dans le respect de l'ordre constitutionnel impérial. Et donc, celui-là est issu de la famille cadette, le dernier né. Donc, dans le canton, celui qu'on va mettre au sommet, celui qu'on va désigner comme représentant pour siéger au conseil des communautés, des communes filiales, il doit sortir de la cadette des familles dans le canton ou alors dans la commune. Des autres branches issues des branches d'une fratrie ancestrale des communes considérées sont surtout issus les membres de la table familiale régionale qui siègent avec la table royale et le comité culturel dans chaque aire culturelle et les missionnaires du chef spirituel communal dans l'empire. Ça veut dire quoi? Dans les autres quartiers, donc on dit des autres branches issues des branches membres d'une fratrie ancestrale d'une commune considérée sont surtout issus les membres de la table familiale régionale qui siègent avec la table royale et le comité culturel dans chaque aire culturelle et les missionnaires du chef spirituel dans l'empire. Ça veut simplement dire qu'on a la famille aînée, dans le canton, on a la famille aînée d'où sort le chef spirituel communal. On a la famille cadette, donc le quartier
qui porte le nom du cadet. De ce quartier, on a celui qui siège au conseil des communes filiales. Maintenant, des autres quartiers, comme il est dit, on a ceux qui siègent à la table familiale régionale. La table familiale régionale, ce sont les représentants des chefs de chaque quartier du bon, une tribu a plusieurs cantons. Par exemple, la tribu des Douala, on a dit qu'il y a le canton des Akwa, des Bele-Bele, des Dedo, des Ndjonjo, des Bassa, des Bakoko. Maintenant, chacun de ces cantons est constitué de plusieurs quartiers. Maintenant, chacun de ces quartiers a des représentants qui vont siéger dans des ordres supérieurs au niveau culturel et souvent même au niveau royal, donc auprès du roi de la tribu. Maintenant, ces ordres culturels-là, ceux qui représentent ces cantons, ceux qui représentent ces quartiers sont pris dans les quartiers autres que le quartier de l'aîné et le quartier du cadet. Donc on a parlé ici de la table royale. On a vu que la table royale dans une ère culturelle est la table où siège l'ensemble des rois des tribus de cette ère culturelle. Donc dans une ère culturelle, il y a plusieurs tribus et chaque tribu a à sa tête un roi. Tous les rois de cette ère culturelle, lorsqu'ils s'asseyent ensemble pour discuter des affaires de l'ère culturelle, on les appelle la table royale. Maintenant, dans chaque royaume, chaque tribu a un président du comité régional. Donc, l'équivalent, à peu près comme le président de la République, mais il s'occupe uniquement des affaires économico-socio-culturelles. Le roi s'occupant des affaires culturelles. Et donc, l'ensemble des présidents des comités régionaux de chaque région, de chaque tribu de l'ère culturelle, ensemble, c'est eux qui constituent le comité culturel. Comme on avait dit dans la vidéo précédente concernant le pouvoir exécutif. Voilà. Donc, maintenant on poursuit. On dit chaque branche issue des branches membres d'une fratrie ancestrale d'une commune considérée occupe l'espace territorial d'un quartier d'une commune dans une zone n'étant pas constituée zone d'exclusion. Ça veut dire quoi? Certes vrai, peu importe où on est dans le monde, pour peu qu'on soit Camerounais, issu d'une famille étendue, qui est originaire d'un quartier, d'un canton, dans une tribu, et donc pour peu qu'on soit autochtone, on a le droit à la terre. Maintenant, puisque de commun accord, on définit des zones d'exclusion où ils seront établis des centres d'initiation et des zones de réalisation pour permettre à tous les habitants du quartier, de la commune ou alors du canton ou de la tribu de bénéficier du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Ces zones d'exclusion ne sont pas occupées. Quoi qu'on soit propriétaire, ces zones d'exclusion ne sont pas occupées par leurs propriétaires, mais ces terres ne leur sont pas ne peuvent pas leur être enlevées en tant que propriétaires. Ce qu'on dit ici. Chaque branche ainsi issue est formée de plusieurs familles étendues constituant la lignée étendue de la branche considérée. C'est ce qu'on avait dit. Dans chaque quartier, il y a plusieurs familles étendues qui sont autochtones. Le droit d'aînesse prévaut dans les rapports de gestion des institutions de l'Empire, notamment la garde royale. On a vu que la garde royale est constituée de tous les membres, tous les habitants du royaume. Tous les habitants, quand on parle du royaume ici, on parle de la tribu, est constituée de tous les habitants du clan. Quand on parle du clan ici, on parle du canton ou alors de la commune. Est constituée de tous les habitants de l'ethnie. Donc on parle ici du quartier, qu'ils soient autochtones, allogènes, étrangers ou bien ceux des autres races.
Donc, le droit d'aînesse prévaut dans les rapports de gestion des institutions de l'Empire au travers des relations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires entre les familles étendues qui constituent une branche ethnique, une branche issue des branches des membres d'une fratrie ancestrale d'une commune considérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, et bien sûr, ça c'est organisé dans le jeu social que nous apportons, jeu social que nous pourrons donc dont nous pourrons apporter des précisions si l'OBA le permet dans une vidéo prochaine, pourquoi pas. Donc ce qui est dit ici, c'est que le jeu social organise les rapports spirituels, culturels, sociaux et sécuritaires entre les membres d'une famille étendue dans un quartier qui sont établis en tant qu'autochtones. C'est ça le rôle du jeu social. Et maintenant, dans ce jeu social, il y a le respect du droit d'aînesse par rapport à l'âge. Il y a le respect du droit des ordres par rapport aux fonctions. De la famille étendue aînée, donc dans un quartier, il y a plusieurs familles étendues. Donc dans une ethnie, il y a plusieurs familles étendues. On prend peut-être, en tout cas on comprend ce que ça veut dire. On peut avoir la famille des Priso, la famille la famille la famille des. Maintenant, toutes ces familles sont des familles étendues. Et ces familles étendues sont liées par des rapports spirituels, culturels, sociaux et sécuritaires dans le cadre du jeu social, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible, Kalatambale, conformément à la vision commune à tout le peuple noir, conformément à la spiritualité ancestrale, à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Alors, de la famille aînée de toutes les familles qui constituent une branche issue de la branche des membres d'une fratrie ancestrale est issu le chef du conseil familial du quartier qui est également chef du quartier. Maintenant, dans chaque famille, dans chaque quartier, il y a un chef de quartier. Or, dans le quartier, en tant qu'autochtone, il y a plusieurs familles étendues. Maintenant, de ces familles étendues, il y a une famille qui est aînée. C'est de cette famille étendue aînée que sort le chef du quartier. Et maintenant, le chef du quartier est également le chef du conseil familial. Ça veut dire quoi? Chaque famille étendue dans un quartier a un représentant qui est le chef de la famille étendue. Maintenant, de la famille aînée, de toutes les familles étendues dans le quartier, sort le chef du quartier. Maintenant, les autres familles ont leurs représentants et ils sont le conseil, ils font partie du conseil, des membres du conseil du quartier. Ça veut dire quoi? Dans un quartier, en tant qu'autochtone, s'il y a 10 familles étendues, il y a un chef de quartier qui est lui-même chef de la famille étendue, et les 9 autres chefs des familles étendues sont les notables du chef de quartier. Il est également chef de famille étendue, de la famille étendue aînée des familles d'avant issues de ce qu'on vient de dire. Les chefs des autres familles étendues qui constituent les familles étendues d'une branche issus des branches des membres de la fratrie sont les membres du conseil familial du quartier. C'est ce qu'on vient de dire. Le conseil familial du quartier est constitué des chefs de chaque famille étendue. Donc le chef qui représente chaque famille étendue établie dans le quartier en tant qu'autochtone. Or, de la famille aînée est issu le chef de quartier. Et maintenant, des autres familles sont issus des membres du conseil du quartier, donc le conseil familial, c'est-à-dire les notables du chef du quartier. Le droit d'aînesse s'étend ainsi jusqu'à la famille restreinte qui, soumise à l'ordre royal selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigné dans Bible Kalatambale, est craint du respect qui lui est dû par ses cadets, et cela est répété dans la chaîne tenant compte soit de la famille, soit de la hiérarchie selon les circonstances, selon l'espace et selon le temps. Ça veut dire quoi, simplement? Ça veut dire que, puisque dans l'ordre constitutionnel de l'Empire du Cameroun, dans chaque famille étendue, il y a un représentant de la famille étendue. Et ce représentant a un véritable pouvoir dans l'Empire.
les membres, alors toutes les familles restreintes de la famille étendue se doivent de le respecter. D'abord en tant qu'aîné, s'il est l'aîné, et aussi en tant que autorité, puisqu'il porte l'autorité représentant de la famille étendue. Donc, tout ce dont il est au-dessus en âge le respecte d'abord en tant qu'aîné. Maintenant, ce dont il est en dessous en âge le respecte en tant qu'autorité. C'est pour ça qu'on dit que l'ordre royal établit le droit d'aînesse et le droit des ordres. Et cela est inaliénable. Que ce soit peu importe les circonstances, peu importe l'espace, peu importe le temps. Ça veut dire que qu'on soit sur le territoire dont on est héritier, c'est-à-dire dans le quartier, qu'on soit dans le clan, qu'on soit dans la tribu, qu'on soit en dehors de la tribu, peu importe dans le monde où on se trouve, cet ordre est et demeure. Maintenant, et en parlant des institutions, il y en a plusieurs dont on pourra développer, si le bas le permet, dans le développement au sujet du jeu social. Donc, l'ensemble des chefs de chaque quartier de la commune constitue la table familiale. Donc, les chefs de chaque quartier constituent la table familiale et chaque chef de chaque quartier constitue un membre du conseil du quartier. Donc, ils sont ce que les chefs de chaque famille étendue dans le quartier est pour le chef de quartier, les chefs de quartier le sont pour le chef de la commune. Donc, le chef du canton a quoi? A pour notable les chefs de chaque quartier du canton a quoi? Pareil pour le canton Bel et Bel, pareil pour le canton d'Edo et les autres. Donc, les autres divisions territoriales que nous avons sont la région, les culturels également. Donc, on va essayer d'aller rapidement pour les autres divisions. Mais l'essentiel, si on a bien compris par rapport à la commune, puisque la commune est pour nous la division territoriale qui régit, qui permet de régir, d'établir les ordres, que ce soit le droit d'aînesse, que ce soit le droit des ordres, que ce soit l'ordre royal, que ce soit le jeu social. À partir du moment où cela est bien compris, pour les autres divisions territoriales, c'est plus facile de comprendre. Donc, nous, ayant terminé avec la commune, on va passer à la région. On dit, la région, c'est donc le royaume, l'espace occupé par la tribu. Et on dit, dans le royaume, la région ou alors la tribu, est le royaume, dans l'empire, la région, dans l'empire, le royaume, c'est aussi la région, c'est aussi la tribu, est la plus grande unité territoriale jouissant d'une certaine autonomie. Donc, quand on parle d'autonomie dans l'empire, on a les tribus. Donc, une tribu est autonome, et, que ce soit sur le plan, on va dire, culturel, social, sécuritaire. Bon, pour faire simple, dans le cadre de la vision commune à tout le peuple noir et dans le cadre de la politique culturelle, économico-socio-culturelle, les entités qui bénéficient d'une autonomie sont la tribu et le clan. La tribu et le clan. Et le clan étant la plus petite entité autonome, la tribu est